Tu t'es déjà senti spectateur de ta propre vie, comme si tu étais là mais sans vraiment y être, comme si les personnes, les planètes et même les étoiles continuaient de graviter autour de toi sans que tu puisses y avoir la moindre petite influence. En fait, c'est exactement ce que vit Poon Poon. Et si son histoire paraît étrange au premier regard, c'est justement parce qu'elle raconte quelque chose de profondément universel. Ce moment où tu te demandes si tu es encore vivant ou simplement en train de suivre le script que la vie t'a imposé. Évidemment, l'œuvre de Inyo Asano est assez vaste et complexe, dans le sens où de nombreux pans de la sociologie et des rapports humains sont développés avec une telle attention et une telle justesse qu'il serait alors impossible pour moi de tout détailler de manière exhaustive dans cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai évidemment ma propre vision de l'œuvre et mes propres axes d'analyse que je vais essayer de vous développer, en espérant bien évidemment vous donner un regard neuf et différent parce que oui, on a tous nos propres interprétations vis-à-vis de ce manga. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo te plaît. Et maintenant, plongeons tous ensemble dans la psyché de ce petit oiseau perdu dans un monde réaliste et cynique. Poon Poon est un enfant banal qui mène une existence des plus banales. Mais un jour arrive et sa vie, ainsi que celle de sa famille proche, bascule soudainement. À la suite d'une virulente dispute conjugale, le père de Poon Poon bat sa mère au point de l'envoyer à l'hôpital. En parallèle, le jeune homme fait la rencontre de Aiko, nouvelle élève de sa classe, qui semble déjà l'intéresser tout particulièrement. Et à partir de là, on peut déjà dresser le premier portrait de notre cher protagoniste. Au début de l'histoire, pendant ses jeunes années, Poon Poon est présenté comme l'innocence incarnée. Le fait qu'il soit représenté par un oiseau dans les planches du manga, contrastant avec les traits réalistes des enfants et l'apparence loufoque et froide des adultes, renforce à mon sens cette image d'oiseau à peine sorti de son nid. Il s'en va découvrir le monde. Dans une interview, Inyo Asano révèle qu'il voulait émouvoir les lecteurs en leur présentant un protagoniste de prime abord mignon, afin de les contrarier dans la suite du manga, en faisant évoluer Poon Poon dans un environnement de plus en plus sombre. Du coup, je pense que cette image d'innocence au premier abord est assez juste. Dès les premières pages du manga, Poon Poon est présenté comme étant amoureux d'une jeune fille de sa classe. Et à première vue, on pourrait penser que c'est une petite amourette de jeunesse bénigne comme on en a tous connu dans nos jeunes années. Mais très rapidement, cette fille disparaît du récit. Elle quitte l'école sans explication, sans drame, presque comme un passage devant dans l'histoire. Et à peine a-t-elle quitté l'univers de Poon Poon qu'une autre prend déjà sa place. Oui, on parle bien de la fameuse Aiko. Et ce qui frappe, c'est la façon dont Poon Poon tombe immédiatement amoureux d'elle. Comme si le vide laissé par la première devait absolument être comblé. Comme si son cœur, encore enfantin, ne savait pas faire autrement que de se raccrocher à la première silhouette féminine un peu lumineuse qui traverse son quotidien. Comme si à cet âge où l'on ne sait encore rien des relations humaines, chaque présence féminine devenait le support fragile de tous les rêves, de toutes les attentes silencieuses, de tous les manques jamais exprimés. Parce que finalement, Poon Poon a encore tant à montrer, tant à prouver. Au moment où on tourne la première page du manga, sa vie commence à peine, et il se met déjà dans l'optique d'essayer de réaliser son premier rêve, celui de conquérir le cœur de Aiko. Sa relation avec Aiko deviendra alors le point névralgique du développement et des tourments de Poon Poon. Et il est intéressant de noter que dès sa plus tendre enfance, il calque absolument tout son avenir sur Aiko, en allant même s'inventer un rêve qui traduit l'innocence la plus totale, cette innocence dont je vous parle depuis tout à l'heure. Après une discussion avec son père, Poon Poon décide qu'il deviendra chercheur dans le domaine spatial. Ce rêve en apparence enfantin fait directement écho à ce que lui confie Aiko lors de leur première rencontre. Aiko, elle, affiche une vision profondément pessimiste de l'avenir, un point de vue qui tranche nettement avec l'idéal naïf que Poon Poon se fait encore du monde extérieur. Elle lui dit vouloir devenir actrice, chanteuse ou mannequin, non pas par passion, mais pour gagner rapidement beaucoup d'argent et ainsi profiter de sa jeunesse avant que tout ne s'effondre. Car selon elle, le monde court à sa perte. Il est déjà en train de vivre son dernier chapitre. Les adultes, dit-elle, s'acharnent à corriger leurs erreurs. Mais ce n'est pas aux enfants de porter ce fardeau. Ce réalisme brutal, presque cynique, qu'elle affiche dès le départ, contraste fortement avec le rêve que nourrit Poon Poon. Lui imagine une destinée tournée vers les autres, portée par une forme d'idéalisme pur. Celui de conquérir une autre planète pour sauver l'humanité. Et à travers elle, bien sûr, sauver Aiko, l'élu de son cœur. Là où Aiko voit l'effondrement inévitable d'un monde sans issue, Poon Poon projette encore l'espoir d'un avenir meilleur, qu'il croit pouvoir rendre possible par la force de ses rêves. Ce contraste entre les rêves idéalisés par Poon Poon et le réalisme cru d'Aiko ne fait que souligner à quel point Poon Poon est encore enfermé dans une forme d'innocence, presque hors du monde réel. Une innocence qui ne se lit pas seulement dans ses pensées, mais aussi dans sa manière de percevoir les autres, et en particulier les adultes. Car pendant toute son enfance, ceux-ci apparaissent comme des figures difformes, presque grotesques, comme s'ils vivaient dans une dimension parallèle, étrangère à celle des enfants. Ils sont bruyants, absurdes, déconnectés, parfois inquiétants. Et plus Poon Poon grandit, plus cette perception évolue. À mesure qu'il se lie à certains d'entre eux, à mesure qu'il commence
commence à ressentir leurs failles et leurs doutes, la représentation graphique des adultes devient de plus en plus humaine, normale, accessible, comme si Poun en perdait peu à peu ses repères d'enfant, et qu'il entrait à son tour dans cet univers d'adultes qui lui semblait si lointain, illogique, voire aliénant. Ce changement visuel n'est pas anodin, il reflète parfaitement la transition silencieuse de l'enfance vers l'âge adulte, ce moment où l'on comprend que les grandes personnes ne savent pas mieux que nous, qu'elles ne sont pas des repères, mais des survivants, tout comme nous. Ce changement graphique progressif, où les adultes cessent peu à peu d'apparaître comme des créatures difformes pour devenir des figures plus humaines, reflète une chose essentielle. Poun est en train de quitter l'enfance, d'entrer dans ce monde des grands qu'il ne comprenait pas. Il commence à saisir que les adultes ne sont pas des monstres, mais des êtres brisés, confus, souvent dépassés par leur propre vie. Et pourtant, malgré cette prise de conscience, Poun ne se sent toujours pas à sa place. Il a l'impression de fonctionner différemment, de voir les choses sous un angle unique. Pour lui, les autres avancent naturellement dans la vie, suivent les étapes, l'amitié, l'amour, les responsabilités, sans trop se poser de questions. Alors que lui reste figé dans ses pensées, perdu dans un décalage permanent entre ce qu'il ressent et ce qu'il vit. Il est alors convaincu d'être seul à ressentir ce malaise diffus, cette sensation de flottement existentiel, d'être en dehors du monde. Mais en réalité, ce qu'il traverse, cette solitude intérieure, cette incompréhension du monde, est bien plus universelle qu'il ne l'imagine. Mais ça, je réserve cette partie pour la suite de la vidéo. Poun a beau se refermer toujours plus au fur et à mesure qu'il se dirige vers l'âge adulte, cela ne l'empêchera pas de faire des rencontres avec des personnalités plus complexes et variées les unes que les autres, qui façonneront sa manière de penser et qui lui feront découvrir des spectres de raisonnement dont il se doutait point l'existence. Si Aiko est la représentation du fantasme enfantin, la base de la caractérisation des envies de Poun, Sachi, elle, pourrait bien être celle qui fera sortir Poun de sa carapace de tourments incessants propres au monde adulte. Sachi, c'est une fille belle, qui prend visiblement soin d'elle, intelligente, une fille somme toute gâtée par la nature qui semble en plus avoir un don pour le dessin. Et ce don, en fait, il est super important, parce que non seulement il caractérise la quête d'émancipation de Sachi, mais il représente surtout le point névralgique de sa rencontre avec Poun. En effet, Sachi a été marqué par les mots écrits par Poun lors de leur rencontre au musée d'exposition. Ces mots qui ont sonné juste, qui ont trouvé une résonance au plus profond d'elle, et qui la poussa à lui proposer de collaborer pour élaborer un manga quelques années plus tard. Mon visage, mon corps, mon style de vie, j'ai choisi chaque aspect de moi-même selon ma propre volonté. Je ne veux plus être commandé par personne. Je n'ai plus besoin d'un passé. J'ai des rêves à réaliser, de l'argent à gagner, l'amour à trouver et le succès à atteindre. Ce sont peut-être des désirs ridiculement simplistes pour certains, mais pour moi, c'est en y travaillant petit à petit que je gagne confiance en moi. J'aime beaucoup cette citation qu'elle prononce dans le sens où elle est adressée à personne d'autre que Poun. À travers ces mots, Sachi lui fait savoir que contrairement à lui, elle ne se morfondra pas dans une mort sociétale lente et sinueuse, mais qu'elle fera tout pour faire plier le monde à ses désirs, à écraser ce monde de merde entre ses mains comme elle aime si bien le dire. En fait, Sachi représente un peu la bénédiction, la lumière d'espoir au bout du tunnel, dans l'effacement progressif de soi que Poun s'inflige tout au long du récit. Concrètement, elle n'hésite pas à se frotter au monde, à prendre des gifles par la vie, à subir des échecs, même concernant son rêve le plus cher. Parce que oui, elle est douée en dessin, mais aucun éditeur n'a encore accepté de publier son travail. Car en fait, cette fille, elle a une vision. Plus précisément, une vision sur le manga et sur la vie globalement en fait. Mais ça, on l'abordera en conclusion de cette partie. En fait, tout simplement, cette fille, c'est une battante. Elle se laissera pas écraser par le rouleau compresseur de cette société japonaise qui invisibilise toute individualité, qui fait passer le travail avant la passion et qui conforte les citoyens à baigner dans la monotonie infinie de la routine quotidienne. Et évidemment, cette différence notable entre la philosophie de Sachi et la manière d'agir de Poun va créer une certaine dichotomie entre les deux personnages. Tandis que Poun se cache derrière son enfance difficile pour justifier ses choix vis-à-vis de son laisser-aller et de sa détresse mentale, Sachi, elle, choisit d'y faire face, en allant même opérer une chirurgie esthétique du visage total, qui pourrait symboliser en quelque sorte le déni de l'ancien soi meurtri et désabusé, pour faire place à celle qui s'affirme et qui ose les choses. Sachi reproche à Poun d'abandonner le combat avant même de commencer, de refuser de vivre dans le présent car les remords et les interrogations intérieures sont beaucoup trop lourdes à porter. Et tout ça, ça déteint évidemment sur Sachi. Elle ne veut pas faire face à un Poun qui symbolise le reflet de ce qu'elle était auparavant, de cette fille pas sûre d'elle, au physique ingrat qui avait un rêve dont elle avait aucunement idée de comment le réaliser. Et Poun la réduira d'ailleurs à son apparence post-traumatisme, en occultant le fait qu'elle aussi a ses doutes, ses moments de faiblesse et ses questionnements intérieurs, comme si elle était née belle, sûre d'elle et déterminée et que ça avait toujours été le cas. On pourrait alors se dire que Poun uniformise le mal-être social en le rendant valide uniquement si ce dernier vient de lui. Les autres n'ont pas le droit de souffrir, car ils ne vivent pas sa vie, ils ne connaissent pas ses tourments et ne les connaîtront jamais. Personne ne verra la vie dans ce prisme qui lui est propre. Cet égoïsme dont il fait preuve n'est pas unilatéral, car malgré ses intentions de travailler avec Poun sur un manga afin de valoriser son talent, la détermination de Sachi est plus caractérisée par une volonté de réaliser ses objectifs que par le fait de vouloir partager une expérience humaine avec Poun. Mais pour Poun, tout va bien. La situation lui convient car c'est la première personne au monde qui aspire à de grands objectifs avec lui. Pour la première fois de sa vie, il se sent acteur de quelque chose de grand. Et la motivation de Sachi semble réchauffer son cœur. Malgré tout, il a fallu que quelqu'un le pousse à se lancer, puisque cet élan d'émancipation ne venait pas de lui. Et au fond, il le sait. Il le sait que face au moindre obstacle, à la plus petite confrontation avec Sachi, il retombera aussitôt dans les abysses de sa vie
sombre et monotone. Mais malgré tout, Poun veut y croire. Parce que Sachi, elle, croit en lui. Et ça lui suffit amplement. Pourtant, dans le tumulte de ses pensées, l'hypersexualisation des filles qui l'entourent refait surface. Il continue à se raccrocher à n'importe quelle figure féminine, comme il l'avait fait avec Aiko. Rappel douloureux de ses illusions d'enfance. On pourrait alors se demander s'il accepte vraiment par bonté de cœur, si son ambition est vraiment nourrie par le discours motivant de Sachi. Parce qu'au fond de lui, Poun le sait. Si une fille se montre avenante avec lui, il ne pourra pas s'empêcher de la désirer et de vouloir aller toujours plus loin avec elle. Comme s'il était condamné à assouvir uniquement ses pulsions charnelles, tel un animal privé de raison. Et justement, Poun est terrifié par cela. Car depuis son traumatisme avec Aiko, il n'arrive pas à voir une femme en dehors du prisme sexuel. Et pour une fois avec Sachi, il semble vouloir construire quelque chose de sain, qui ira plus loin que n'importe laquelle de ses anciennes relations passées. Maintenant que la relation entre Poun et Sachi est plus claire, il est essentiel d'analyser ce qui fonde réellement l'alchimie entre les deux. Je parle bien évidemment du manga, envisagé comme un art à part entière. Nous allons plus précisément nous concentrer sur la vision qu'en a Sachi. Une vision qui, vous le verrez, fait écho de manière frappante à celle d'Inyo Asano lui-même. Il faut savoir que Sachi est très radical vis-à-vis de la manière dont un scénario doit structurer son récit, aborder certains thèmes et plus précisément faire passer des émotions spécifiques au lecteur. Pour elle, une bonne histoire, c'est pas le genre de truc qui bouleverse, qui fait pleurer quand on le lit. En quelque sorte, c'est pas une histoire qui romance des événements et fait passer le manga pour un pur morceau de fiction. Ce n'est pas une description de personnages et d'actions hors de notre réalité, qui serait alors une vision fantasmée de résolution d'un événement perturbateur. Son truc à elle, c'est chercher à bouleverser la vie même du lecteur. Pas un manga qui fasse oublier la réalité, mais un manga qui la combat. Asano disait dans une interview qu'il avait fait exprès de commencer son manga avec un Poun jeune, qui fait preuve de candeur, pour pouvoir activer dans le cerveau de ses lecteurs le levier de la nostalgie. Le manga venait donc de commencer qu'il n'avait pas encore sa fameuse réputation de manga profondément mature et dépressif. Du coup, malgré tout, les lecteurs pouvaient y trouver une safe place et par extension s'identifier au personnage de Poun. Mais cette entrée en matière de son récit était évidemment là pour faire entrer le loup dans la bergerie plus facilement. Inyo Asano ne pouvait pas choquer le lecteur dès le début, mais on réalise que plus le manga avance, plus Asano va de plus en plus loin en dépeignant des événements dérangeants avec un Poun qui plonge toujours plus profondément dans le rabaissement de soi et dans l'isolement. Il y a énormément de types de mangas. Asano voulait montrer au lecteur comment un manga pouvait plonger dans la profondeur de la réalité, aussi cynique soit-elle. En fait, s'il y a bien un mot à retenir, c'est ça. Les mangas de Sachi et par extension ceux d'Asano font preuve de réalisme. Un réalisme au service du lecteur. Un réalisme qui ne vient pas le conforter dans de douces illusions mais qui vient titiller dans ce qu'il a de plus profond en lui, pour le mettre en contradiction devant ses torts et ses peurs enfouies, pour finalement en faire ressortir le meilleur et avancer pleinement dans cette vie. Petit aparté, mais en relisant le manga, pendant l'écriture de la vidéo, j'ai remarqué qu'Asano spoilait littéralement la fin de son œuvre. Ceux qui ont terminé le manga comprendront la référence. Lorsque Sachi propose à son éditeur un manga qui n'est autre que Boni Poun lui-même, cela confirme que Sachi est en réalité la porte-parole d'Asano, pour transmettre sa propre vision du manga. Ça se sent tellement qu'Asano a essuyé des tonnes de remarques de la part de ses éditeurs vis-à-vis de la dureté de son manga. Sachi incarne parfaitement pourquoi Asano est tant attaché à faire parler le réalisme avant la fiction romancée. Sachi ne veut pas dessiner des histoires qui concernent artificiellement tout le monde. Des mangas qui font des généralités tellement grandes que n'importe qui peut être touché et se sentir concerné. Parce qu'après tout, la société japonaise est plate. Personne ne sort des clous et elle ne fait absolument pas rêver. Alors pourquoi s'efforcer à la représenter dans une fiction qui est censée faire évader notre esprit? En fait, le point important, il est là. Ce qui est dur, c'est d'avoir le courage d'y faire face. Avoir la volonté de s'extraire de cette routine incessante. Et justement, Sachi, elle sait ce que ça veut dire. Elle sait ce que ça représente étant donné qu'elle fait tout pour atteindre cet idéal au quotidien. En revenant à cette fameuse interview dont je vous parlais tout à l'heure, on remarque que l'une des raisons qui ont poussé Asano à dessiner des mangas était justement de dissiper ses doutes et ses peurs. Il semble qu'une grande partie de ses irritations passées sont maintenant guéries, que la création de Boni Poun l'a aidé à surmonter ses propres traumatismes. En clair, Asano se sent beaucoup mieux qu'auparavant. Beaucoup de gens refusent d'accepter cette réalité et marginalisent les mangas dits entre guillemets déprimants. Pourtant, Inyo, tout comme Sachi, n'hésite pas à mettre la vérité sous les yeux du lecteur, comme une forme d'autothérapie. La dureté de la vie n'est pas qu'un simple ressort de fiction ou un divertissement. C'est une expérience que chacun peut traverser, qu'il faut rappeler. Bien sûr, comme le dit l'éditeur dans le manga, il y a toujours des personnes qui souffrent plus que nous, mais ce n'est pas une raison pour invisibiliser ces douleurs ou les réduire à une simple marginalité. Asano a continué sans relâche à proposer sa vision du manga, même si les ventes de Boni Poun chutaient à chaque plot twist dramatique. Parce que quelque part, des gens ont peut-être quitté le bateau en cours de route, mais il a surtout bouleversé la vie d'une génération entière de lecteurs, et je suis sûr que vous en faites partie si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse comme Asano et que moi aussi je continue à sortir des vidéos sans relâche, alors n'hésite pas à t'abonner. On a donc vu à quel point Sachi, avec sa vision du manga, servait presque de relais direct à celle d'Asano. Mais Sachi n'est pas la seule à éclairer le personnage de Poun. D'autres figures gravitent autour de lui et contribuent à façonner son parcours. Je vais maintenant m'arrêter sur un personnage en particulier, qui, à sa manière, vient renforcer ou mettre en relief les contradictions de Poun. Pendant ma première lecture de Boni Poun, il y a un monologue qui m'a profondément marqué. Je parle du monologue de Seki, que je vais essayer de vous exposer et de vous vulgariser, car il accentue aussi bien la psyché de Poun que celle de Sachi. Finalement, ce monologue, qui tient sur 4 pages, à peine, suffit à lui tout seul pour capter toute l'énergie
l'énergie et le sens que Inyo Asano a voulu transmettre avec son manga. Ce monologue condense à lui seul toute la tension entre liberté et solitude. L'une entraîne-t-elle l'autre obligatoirement? Ces deux termes sont-ils indissociables? Peut-on vraiment trouver des corrélations entre les deux? Le monologue de Seki illustre parfaitement ce paradoxe. L'homme peut tout faire, mais il ne peut pas changer le monde ni toucher le cœur de ceux qui détiennent le pouvoir. Alors il se replie sur lui-même. Il reste paresseux, seul, et rien ne change. Cette contradiction est exactement celle qui relie liberté et solitude. Une liberté immense, mais vécue comme une impuissance qui isole. Et c'est là qu'Asano rejoint des penseurs comme Sartre ou Camus. La liberté n'est pas synonyme de puissance, mais bien d'un poids existentiel qui peut nous écraser à tout moment. Après tout, comme le disait Sartre, la seule chose qui permet à l'homme de vivre, c'est l'acte. Et c'est précisément ce qui fait défaut à Poun. Il n'a pas besoin d'accomplir de grands desseins pour s'épanouir, mais il manque cruellement d'amour propre. Il ne fait même pas l'effort de tenter d'améliorer sa situation d'isolement psychologique et physique. Seul dans un appartement qu'il paye, avec une liberté totale devant lui, il pourrait agir comme il l'entend. Pourtant, cet excès de liberté, combiné à son absence d'estime de soi, ne produit en lui qu'un état de léthargie. Résultat, rien ne change. Là où Seki a trouvé un moteur, Poun lui doit encore parcourir un long chemin avant de découvrir ce qui le représente vraiment, et qui pourrait transformer cette liberté stérile en un véritable ciel étoilé de possibilités infinies. Bon, ça fait quelques minutes que je vous parle de philosophie et de la vision de l'art du manga. De thèmes plutôt abstraits. Mais la plupart des lecteurs de Bonin Poun s'accordent à dire que si Poun est devenu ce qu'il est, c'est surtout à cause de la dureté et du manque de compassion de la société japonaise. Et si finalement, au-delà de la philosophie et de la critique sociale, Poun était tout simplement pas touché par un mal que l'on peut expliquer médicalement. Un trouble assez méconnu du grand public, mais qui touche plus de personnes qu'on le croit. La dépersonnalisation. Pour vulgariser, le trouble de dépersonnalisation est caractérisé par une sensation persistante ou récurrente de détachement de son propre corps ou de ses propres processus mentaux, en se sentant comme un observateur extérieur de sa propre vie. Il est très fréquemment associé à un autre trouble, qui est la déréalisation. Il se caractérise par une sensation de détachement de son environnement. Environ 1 à 2% de la population serait touchée par une dépersonnalisation sévère. Alors jusque-là, vous me suivez, mais vous vous dites sûrement que je surinterprète, que c'est pas aussi deep que ça et que je diagnostique sûrement un trouble que Asano a sans doute jamais pensé pour son personnage. Alors peut-être bien que oui, mais laissez-moi d'abord exposer ma théorie en vous citant quelques causes qui pourraient déclencher ce trouble. En me renseignant, j'ai découvert que la maltraitance affective et la négligence durant l'enfance pouvaient être un déclencheur de troubles psychologiques. Et il est évident que Poun en a été victime tout au long de sa vie. Entre la négligence de sa mère, l'absence totale de soutien moral dans les moments les plus durs, il s'est peu à peu enfermé sur lui-même, sans oublier la naissance de sa relation toxique avec Aiko, qui a renforcé ce repli. Bref, on peut facilement dire que Poun correspond parfaitement à ce critère. Une autre origine de la dépersonnalisation, encore plus frappante, est le fait de vivre ou d'être témoin de violences domestiques. Et dans Bonin Poun, impossible d'oublier cette scène marquante. Poun découvre sa mère affalée dans le salon, tandis que son père à ses côtés nie l'avoir violenté. C'est littéralement la genèse du mal de Poun. Le premier événement déclencheur, celui qui fera tomber comme une rangée de dominos tous les autres traumatismes qu'il devra affronter au cours de sa vie. À cela s'ajoute le fait d'avoir un parent gravement handicapé ou souffrant d'une maladie mentale. Bon, là, pas besoin de vous faire un dessin, Poun est littéralement entouré de personnes en détresse mentale. Et comme si ça suffisait pas, le décès inattendu d'un proche pourrait être responsable de ce trouble. Bon, je sais pas si à ce stade de la vidéo des gens sont encore là sans avoir lu le manga, mais par principe, je ne spoilerai pas, mais évidemment, ceux qui savent, savent. Ça fait beaucoup de causes qui sont vérifiées explicitement dans le manga quand même là, non? Et pour appuyer tout cela, on trouve un exemple concret dans le manga. Je parle du chapitre 70, qui illustre de façon saisissante ce que peut ressentir une personne atteinte de dépersonnalisation au fil d'une journée. Ce que l'on remarque directement quand on commence à feuilleter les premières pages de ce chapitre, c'est sa structure. En effet, chaque planche est composée de superpositions de cases. On a d'abord une case qui représente un élément du décor ou un lieu où se trouve Poun, puis on a une case noire avec un monologue de Poun, et ça continue d'alterner comme ça jusqu'à la fin du chapitre. Premier degré, je pense que c'est le chapitre qui m'a fait le plus bader de tout le manga. En fait, c'est juste un chapitre où Poun observe son entourage au fur et à mesure que sa journée passe. Et c'est tout en fait. On y voit la société japonaise qui bouillonne, l'économie et les marchés locaux qui fourmillent à n'en plus finir, les interactions nombreuses et diverses de chaque passant dans la rue, les ragots et histoires de tous ces lycéens, leurs tenants et leurs aboutissants, et au milieu de tout ça, bah t'as Poun, seul. Je l'ai déjà dit, mais la dépersonnalisation, c'est un trouble dissociatif où la personne a l'impression de ne plus être connectée à elle-même. Et bien ce chapitre montre à merveille ce phénomène. On dirait que Poun est littéralement spectateur de sa propre vie. Il voit des choses, mais il est jamais dans l'action. Les gens se parlent, la société avance, mais Asano ne dessine jamais Poun dans ces cases qui sont censées représenter l'action. On a juste l'impression que son âme a quitté son propre corps, et qu'elle voyage de lieu en lieu comme si Poun était bloqué derrière une vitre de verre et que la réalité se trouvait de l'autre côté. Il est là sans être là. Il n'a d'emprise sur rien. Aucune de ses actions saurait influer ne serait-ce que la trajectoire de vol d'une mouche qui passerait par hasard à côté de sa tête. Sa conscience de soi n'existe littéralement plus. La seule double planche où on aperçoit Poun, c'est lui-même au beau milieu d'une foule, comme si ses pensées et sa personne ne valaient rien.
comme si le mouvement de masse lui avait volé son identité propre. Ce chapitre coïncide aussi avec la déréalisation, car son environnement semble distant, presque inatteignable. Le monde extérieur semble flou, lointain, irréel, carrément artificiel. Les mouvements et les voix perçus par Poun sont perçus comme mécaniques, et même sa propre voix à lui semble détachée de lui-même. Car depuis le début du manga, chaque phrase de Poun est écrite dans une case complètement noire, comme si ses paroles étaient dissociées de son être. Il se dépersonnalise tellement que ses paroles ne lui appartiennent même plus, comme si ses paroles étaient dans un autre plan de la réalité. Ainsi, l'isolement est autant physique que communicatif. Poun se retrouve dépossédé de toute action productive. Inyo Asano représente à travers Poun le sentiment d'être étranger à soi-même, de vivre sans vivre vraiment, ce qui est exactement ce que vivent les personnes en état dissociatif chronique. Ce qui est encore plus fou, c'est que dans la suite du manga, Poun se dépersonnalise tellement qu'il prendra momentanément l'apparence, le style vestimentaire, l'identité de son voisin d'appartement, comme si sa personne avait carrément migré ailleurs et qu'une autre âme occupait le corps charnel de Poun. Je trouve ça très fort comme image pour illustrer une dépersonnalisation extrême. Plus tôt dans la vidéo, je parlais de la forme d'oiseau de Poun en expliquant que je la percevais comme étant le signe de l'innocence de Poun, comme si il représentait le petit oiseau sortant de son nid, laissé seul et qui doit apprendre à s'envoler tout seul pour découvrir le monde. Je pense aussi que cette forme d'oiseau a un lien avec sa dépersonnalisation. Et si Asano l'avait représenté de la sorte, pour accentuer le fait qu'il ne se représente pas comme les autres. Poun est tellement déphasé de la réalité que cela se traduit même graphiquement, par un changement physique radical. Là où tous les autres personnages sont représentés de manière réaliste, lui apparaît comme un petit oiseau schématique, presque enfantin. Ce contraste visuel n'est pas anodin. Il accentue son incapacité à se percevoir comme les autres, comme s'il vivait dans un monde parallèle, détaché de sa propre image. C'est une véritable traduction graphique de sa dépersonnalisation. Son corps est là, mais sa représentation de lui-même est brouillée, presque étrangère au monde qui l'entoure. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces crises de dépersonnalisation s'accentuent énormément lorsque Aiko ne fait momentanément plus partie de sa vie, comme si Aiko était la personne qui lui faisait réaliser qu'il était toujours en vie. Et en soi, c'est logique, elle est le moteur de son rêve. Elle représente littéralement son envie de faire quelque chose de sa vie. La revoir, c'est comme se réveiller de cette longue paralysie où il est simplement spectateur de sa vie. Il se remet alors petit à petit à revoir ses aspirations, à se trouver de nouveaux désirs égoïstes qu'il veut atteindre à tout prix. Parce qu'après tout, Aiko est la seule personne qui a marqué Poun durablement. Même si ce dernier se retrouve à côtoyer Sachi, il ne peut pas s'empêcher de faire des parallèles avec Aiko. La séparation avec Aiko à l'école primaire est la chose qui va toujours peser le plus sur le cœur. Poun se dit alors que sa vie a de nouveau un sens. Il ressent un certain poids sur son cœur qu'il n'avait plus ressenti depuis sa tendre enfance. Il reprend alors goût à cette recherche de soi. Il se met même à faire un bilan de tout ce qu'il a fait dans la vie, ce qui est contradictoire avec le fait de se dépersonnaliser. Il redevient maître de son corps et de son esprit. Il reprend peu à peu les droits de son existence en osant juger sa vie passée. Après, on connaît tous les événements qui arriveront après leur retrouvaille. Poun va devoir se battre pour acquérir ce qu'il a toujours voulu avoir, et ça ne sera évidemment pas aussi simple que ça. En définitive, Boni Poun c'est un manga complexe, qui aborde une multitude de thèmes sociétaux tout en plongeant profondément dans la psychologie de ses personnages. Il dépeint un monde qui ne nous laisse pas toujours le choix d'agir comme nous le voudrions. Un monde égoïste où chacun avance selon ses propres motivations et sur la route qu'il a choisie. Et si finalement c'était pas ça qu'il fallait retenir du manga? La vie est passionnante et mérite d'être vécue malgré tout. Elle est trop courte pour s'interroger sans cesse sur nos actions et leurs conséquences. D'autant plus qu'on ne saura jamais vraiment quelle influence elles auront, si ce n'est qu'en essayant. D'une certaine façon, ce manga nous pousse à oser à nous confronter au monde. Car quoi qu'il arrive, malgré un passé aussi tumultueux soit-il, il y a toujours une chance de rencontrer quelqu'un qui ne nous lâchera pas, une chance de trouver un sens à notre existence. Plus tôt dans la vidéo, j'ai parlé de liberté et de solitude. Et si finalement la liberté ne rimait pas avant tout avec responsabilité? Sommes-nous capables de transformer un quotidien morne en quelque chose qui fasse brûler notre cœur? La passion nous envahira-t-elle au moment de mourir? Serons-nous capables de surmonter la douleur, de supporter les doutes et les sacrifices pour réaliser nos rêves? Malgré tout son cynisme, Boni Poun nous invite à avancer dans cette recherche, parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons changer la trajectoire de notre vie. Parce qu'en restant fidèle à ce que nous sommes, le monde, d'une certaine manière, peut finir par nous appartenir. Du coup, voilà les frères, on est sur la fin de la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir de dédier la vidéo la plus longue de la chaîne au manga qui est Boni Poun. C'est un manga qui m'a particulièrement marqué et je tenais à lui rendre hommage en prenant soin de m'appliquer dans l'écriture du script. J'espère que ça s'est senti et que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à venir me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire. Et sur ce les frères, prenez soin de vous.